Ça vraiment maïs savait, on nous pas parler pour assurer demain, divini c'est Yishla. Levez, levez, levez tout le monde, levez. Eh bien, bonsoir tout le monde, content de vous pour une nouvelle émission. Alors, nous allons commencer par excuser Hollande, parce que Hollande n'y a pas inconvénient après-midi, c'est pour qu'il parle avec nous, mais normalement, ça a pour aller, donc il n'y a pas inconvénient, il n'est pas là, nous ne pouvons pas après-midi. Et par contre, nous n'y dans le vif du sujet rapidement, nous avons Josiane qui virait depuis la semaine passée. À ma droite, Josiane. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, et puis je suis là. D'accord. Puis, voilà. Bonsoir aux invités. Voilà. Et puis nous avons deux invités qui ont des autres découverts, qui est la personne de M. Pascal Safache, à ma droite. Bonsoir, Pascal Safache, ravi d'être avec vous ce soir. D'accord. Et aussi la personne de M. Le Curieux, Patrick, de Rival Patrick. Oui, bonsoir. Bonsoir voilà. À vous. Alors, c'est une émission qui est assez intéressante parce que nous n'avons pas dit de sommité, mais en tout cas des mondes qui n'ont des importances assez, de niveau d'importance assez élevé quand même d'un côté scientifique et puis d'un côté organisation sociale. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, M. Le Curieux, la raison de votre présence cet après-midi sur le plateau pour présenter l'institution qu'est le CESEM. Alors, le CESEM, qui est le Conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l'éducation de la Martinique, est donc une structure qui est mise en place pour assister et donner ses avis à la CTM, et donc qui est la deuxième assemblée de Martinique, et donc qui est composée également de 68 membres qui représentent les différentes structures politique, sociale, environnementale, de l'éducation, enfin de toutes les sections qui ont été citées, plus la section l'activité sportive de la Martinique. Donc c'est la nouvelle configuration de la fusion du C2E et du CESER. Et du CESER, voilà. Avant, il y avait le CESER d'une part pour la partie économique et le C2E pour la culture. Ces deux structures ont été regroupées sous l'appellation CESEM, au sein duquel il y a on retrouve les deux sections, la section économique et la section de la culture. On a parlé d'avis. Alors, les avis, ça consiste en quoi? De quelle manière ils sont élaborés? Alors, il y a deux catégories d'avis faits par le CESEM. Il y a les avis qui sont les avis obligatoires. En effet, la CTM doit avoir les avis du CESEM pour tout ce qui est orientation budgétaire, vote de budget ou orientation de schéma de développement territorial. Et puis, en plus de ces avis qui sont donc des avis obligatoires, il y a des avis sur lesquels le CESEM peut s'autosaisir sur certains thèmes qu'il estime importants, qu'il estime, je dirais, pouvoir émettre des avis en conséquence. Et donc, nous pouvons émettre ces avis librement sur les thèmes que nous avons choisis. D'ailleurs, ce soir, nous allons parler non pas d'un avis, mais de travaux réalisés par une commission que je remercie d'ailleurs, pour pouvoir parler des risques auxquels nous sommes confrontés à la Martinique. Puis aussi, le CESEM est organisé en commission. Il y a les deux sections. Il y a deux sections, section économique, section culture, et au sein de chacune de ces sections, il y a 4 commissions chacune, donc 8 commissions au tout, plus des commissions ad hoc, 2, qui sont amenées à disparaître une fois leur mission atteinte. Et puis, en plus, il y a bien évidemment des groupes de travail qui sont constitués et qui commencent à travailler de façon intéressante. Donc, mais le lieu physique du CESEM, c'est vrai, il y a la CTM. Alors, le lieu physique du CESEM, ce sont des bureaux situés au lotissement Bardinier à Dillon. Mais chaque fois que nous avons des réunions importantes, nous les faisons dans les locaux de la CTM. D'accord. Soit à Cluny, soit à l'avenue des Caraïbes, à Fort-de-France. Mais on a évoqué, donc c'est une assemblée. Donc lorsque
lorsque l'Assemblée prend des décisions, c'est en plénière, est-ce que comment... Alors, les grandes il y a un décisions? processus qui est prévu dans le règlement intérieur qui fait que les commissions travaillent, les commissions émettent des avis. Ces avis sont transmis au bureau du CESEM, composé de 11 membres. Et une fois le bureau ayant validé ou modifié l'avis de la commission, nous transmettons à la plénière du CESEM qui vote. Et c'est l'avis en plénière du CESEM qui est transmis à la CTM, ou qui a force, je dirais, force de représentation de l'avis du CESEM. Donc là aussi, on peut prendre des motions. Il peut y avoir des motions qui peuvent être prises. D'ailleurs, il y en a une qui a été prise récemment concernant le sort de l'université des Antilles. Voilà, mais il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration. Et nous allons donc en faire état par la suite, une fois que ce sera discuté. D'accord, très bien. Donc les présentations du CESEM sont faites. Donc on est là. Et donc, comme tu as parlé de travaux d'autosaisine, donc on est dans le cadre de cet après-midi aussi du travail d'une commission environnement, représentée ici par M. Pascal Safache, qui pourra nous dire 2 mots un peu sur la commission, et puis aussi, après, on va embrayer sur la conférence, le débat qui va se tenir. Ben, en fait, la commission environnement, c'est une... Bon, comme le président donc, du CESEM l'a dit, hein, le CESEM s'organise est constitué de plusieurs commissions. Donc, il y a une commission il y a une commission qui s'intitule précisément environnement, risque et aménagement de l'espace. Donc, il y a trois, on va dire, grands champs d'action pour cette commission. Et c'est vrai que donc, cette commission, elle est constituée donc, de personnalités qui ont été désignées et qui sont représentatives, donc bien entendu donc, de l'environnement, si j'ose dire, culturel et socio-économique martiniquais. Et en fait, les conseillers ont la totale liberté de s'inscrire dans les commissions. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément choisi, on n'a pas forcément dans la commission environnement que des spécialistes de l'environnement. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, c'est que ça permet d'avoir, certes, des personnes dont c'est le métier ou qui traitent ou qui, on va dire, gravitent autour de l'environnement, mais on a aussi des personnes dont ce n'est pas du tout le métier, mais qui sont simplement soit des passionnés d'environnement ou qui s'intéressent à la chose. Et donc, ça permet d'avoir des regards, on va dire, un peu pluriels, un peu croisés, un peu différents. Et ça donne une certaine pluralité, une certaine richesse à nos échanges. Mais il y avait une commission ad hoc qui était informée il y a quelque temps sur le problème des sargasses. On va y revenir. Effectivement, il y avait une commission ad hoc qui avait été mise en place sur la problématique des sargasses, qui doit se réunir bientôt d'ailleurs pour faire le point sur l'évolution des différents contacts et un point d'étape. Parce que là, le problème des sargasses est de revenu rapidement d'actualité, c'est vous aussi. Oui, hélas. Hélas. Pour l'instant, on dit hélas. Oui. Donc, alors, la conférence débat, il y a une conférence débat sur la vulnérabilité et polymorphe. Alors, déjà, présenter un petit peu la vulnérabilité et puis le polymorphisme de cette vulnérabilité-là, éventuellement. Alors, en fait, c'est vrai que cette conférence, elle est axée, en fait, sur deux grands champs, 2 grands domaines. Tout d'abord, les risques naturels, et puis deuxièmement, sur, on va dire, les risques anthropiques, les risques liés à l'homme. Alors, et tout ceci à travers, j'ai envie de dire, un fil directeur qui est la vulnérabilité, et comme ça vient d'être dit, en effet, cette vulnérabilité qui est polymorphe. Alors, polymorphe, pour que les gens comprennent bien ce qu'on entend par ce vocable, polymorphe, c'est-à-dire une vulnérabilité qui serait, on va dire, plurielle, qui serait liée à des facteurs différents, donc d'origines différentes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers la conférence débat qui est organisée donc le 14 juin, alors je précise que c'est le 14 juin, donc qui est un vendredi après-midi, donc de 17h à 20h30 à peu près, dans les locaux de la CTM à Plateau-Roi, à Cluny. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée n'est pas, comme on le fait traditionnellement, de parler encore de l'aléa, c'est-à-dire le cyclone, le séisme, le glissement de terrain, l'inondation. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, bien évidemment, ces aspects seront abordés, mais c'est véritablement de mettre l'accent sur la vulnérabilité des populations, c'est-à-dire des Martiniquais. Comprendre
pourquoi les Martiniquais, de façon générale, sont vulnérables face au risque naturel, donc face à ces aléas. Mais j'insiste, l'idée n'est pas de mettre le curseur sur l'aléa, mais de se servir de ces aléas pour comprendre la vulnérabilité des populations. Parce que trop souvent, on se focalise sur l'aléa, c'est-à-dire on se focalise sur l'élément déclencheur, mais on finit par oublier que les populations non seulement sont vulnérables, mais que cette vulnérabilité, elle est liée à la fois à des phénomènes physiques, mais elle est aussi liée parfois à des phénomènes qui résultent de comportements humains. Par exemple, de comportements sociaux, de comportements tout simplement humains aussi. Enfin, quand par exemple, on va prendre un cas très j'ai envie de dire, on dirait terre à terre, mais quand dans une maison, dans une famille, vous avez des meubles qui ne sont pas fixés au mur et que malheureusement, en cas de séisme, un meuble se décroche et vous tombe dessus et vous brise les jambes ou vous brise le bassin, c'est pas la faute à pas de chance. C'est parce que malheureusement, certaines consignes qui pourtant sont données ne sont pas appliquées. Donc l'idée, c'est véritablement de décrypter à travers cette conférence débat les facteurs, quels qu'ils soient, polymorphes, donc pluriels, qui sont à l'origine de la vulnérabilité de la population martiniquaise. Parce qu'il faut bien prendre conscience que cette population, elle est vulnérable. Elle le sera malheureusement de plus en plus parce que, avec le changement climatique, avec tout ce que nous savons, et peut-être aurons-nous le temps d'y revenir tout à l'heure, cette population est de plus en plus vulnérable. Et donc l'idée, c'est véritablement de décrypter les origines de cette vulnérabilité et puis essayer de voir surtout que faire pour pallier cette vulnérabilité. C'est surtout ça, en fait, l'objet. Il faut vraiment comprendre que cette conférence, ce n'est pas... ceux qui vont assister à la conférence ne viendront pas simplement pour entendre des spécialistes se faire plaisir et dire, moi, voilà, dans mon domaine, je sais faire ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai démontré ceci. L'idée, c'est véritablement d'essayer d'indiquer précisément ce qu'il faudrait faire pour que, à l'avenir, on arrive à faire chuter la vulnérabilité des populations martiniquaises, antillaises de façon générale. Donc, comme on dit, souvent on parle d'éducation dans notre émission, donc c'est une vraie problématique d'éducation éducative. Est-ce que dans le système éducatif, aujourd'hui, c'est prévu ça, de manière formelle? Alors, normalement, dans le système éducatif, il est prévu donc, des cours sur le développement durable, des cours sur les risques, des cours sur... Bon, ça, c'est prévu. Malheureusement, ce sont toujours des volumes horaires qui ne sont pas suffisamment... qui ne seront de toute façon jamais suffisamment importants face à l'importance des phénomènes en jeu. Ou des aléas ou des phénomènes en jeu. Mais ça commence à rentrer... ça commence pas, ça fait quelques années quand même que ces éléments font partie, on va dire, des programmes. Mais je pense qu'enseigner, c'est répéter, justement. Ouais. Et plus on répétera les bonnes consignes, plus la population aura conscience qu'elle est vulnérable, plus elle aura conscience que c'est nous qui devons être les premiers acteurs, j'ai envie de dire, de notre protection, de notre développement, de ce qu'il faut faire pour que demain, nous soyons résilients. Plus on aura conscience de ça et mieux ça se passera, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je ne vais pas dire un danger, mais en tout cas une incidence si on est trop... pas trop, mais beaucoup, on met l'accent sur la sécurité. Est-ce que ça ne peut pas induire une crainte et puis aussi à ce moment-là un rejet est-ce que à trop en parler non plus, c'est pas un effet, je dirais, contre-productif. Je pose la question, j'ai mon avis dessus. Et c'est une question qui est très intéressante parce que beaucoup de personnes disent, quand on parle trop d'environnement, quand on parle trop de risques naturels, on fait peur à la population et donc les personnes, d'une certaine manière, se braquent et puis c'est totalement contre-productif. Il peut y avoir ce risque, en effet. Et moi, je crois beaucoup au fait de... Plus on répétera les choses, vous savez, c'est un peu comme les petits, j'ai envie de dire, les petits Japonais qui, maintenant, en cas de séisme, ils ont tellement répété les bons gestes que ça devient instinctif et ils ne se posent plus de questions. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, là, sur le plateau, il y avait un séisme, je suis sûr que nous sommes 4, mais il y a de fortes chances que tous les 4 nous paniquions. Je parle d'un vrai séisme très puissant. Tous les 4, on paniquerait. Si on avait, par contre, 4 petits Japonais sur le plateau, je reste persuadé que tous les 4, ils auraient tout de suite la bonne attitude et ils sauraient quoi faire parce que au Japon, il faut le dire, de façon hebdomadaire, et je dis bien de façon hebdomadaire, donc chaque semaine, il y a des exercices d'évacuation face au séisme. Donc,
quand vous répétez chaque semaine les mêmes gestes, fondamentalement, vous finissez par les intégrer. Au bout d'un moment, ça devient un prolongement de vous-même, si vous voulez. Hein. Ça devient inné. Bon, et malheureusement, dans nos systèmes, si je prends le cas donc, du système scolaire, on est heureux quand il y a une évacuation annuelle. Bon, on est heureux. Mais même dans les entreprises. Et même dans les entreprises, bon, quand ça se fait une fois par an, c'est déjà bien. Bon, vous voyez, on est loin de l'exercice mensuel, encore plus loin de l'exercice hebdomadaire. Et donc, c'est véritablement cette culture du risque qu'il faut intégrer et décrypter les éléments qui sous-tendent notre vulnérabilité. Mais si je peux me permettre quand même une remarque, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, hein, pour que ceux qui viendront assister à cette conférence, et j'espère qu'ils seront nombreux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, j'insiste, ce n'est pas du tout de venir écouter des sachants ou des scientifiques. Certes, il y en aura qui vont distiller des messages très courts, hein, les interventions seront très courtes. L'idée, c'est surtout d'un échange avec ces personnes, c'est-à-dire qu'il y ait un vrai débat. Donc, en effet, des spécialistes seront présents, indiqueront ce qu'ils ont indiqué, et puis ensuite, il y aura vraiment un échange, et c'est sur l'échange que nous souhaitons insister. Et puis, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais je me permets de faire cette transition. S'il est vrai que la conférence sera axée sur les risques naturels, il y a un autre volet sur les risques anthropiques, et là, où on parlera entre autres de sargasses, de chlordécone, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, éduquer, c'est répéter, mais est-ce que ça ne serait pas bien? Ça a commencé quand même dans les... Parce que moi, j'ai fait partie des petits, hein, maternelle et primaire. Donc, je pense que les enfants d'aujourd'hui sont suffisamment intelligents pour qu'on les amène à mieux comprendre, à bien comprendre ce qu'ils devraient faire en cas de risque. Il me semble ça. Parce que je vois, j'ai ma petite fille qui a 8 ans, eh bien, quand ça se passe dans son école, eh bien, elle nous dit déjà, mais tu sais, maman ou tati, il va falloir faire ça, il ne faut pas paniquer, il faut faire ci. Donc, je pense que c'est un travail peut-être de longue haleine, je ne sais pas, à mettre en place déjà depuis la maternelle, chez les tout petits, et prolonger ça jusqu'au CM2, puisque moi, je n'ai pas travaillé dans les collèges et les lycées. J'ai surtout travaillé en maternelle et au primaire. Donc, je pense que nos petits-là peuvent aussi aider les parents à prendre conscience de ce qu'il faudrait mettre en place quand il va s'agir de tremblement de terre ou d'ouragan ou de tout ce que l'on veut. C'est ce que j'ai à dire, je pense ça. Et répéter, on n'aura pas assez répété. Mais si je peux me permettre, on est totalement en phase parce qu'en réalité, oui, il faut répéter le message, il faut même le rabâcher. Alors certains vous diront, moi à force d'entendre parler d'ouragan ou de séisme, ça me fait peur ou j'en ai assez d'entendre tout cela. Mais je pense que plus on répétera, plus ça finira par rentrer. Et puis surtout, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est au niveau des plus petits qu'il faut véritablement, j'ai envie de dire, mettre le curseur. Parce qu'ils sont encore malléables, les esprits sont encore frais, si j'ose dire, hein, ils ne sont pas encore perturbés par les vicissitudes de la vie. Et donc, quand on est petit, c'est vrai qu'on absorbe beaucoup plus facilement, un peu tel une éponge. Et les petits, de toute façon, c'est l'avenir. Hein. Ce pays, de toute façon, ne sera que ce que nous lui donnerons, ce qu'on inculquera aux jeunes. Donc, plus on inculquera aux jeunes des bonnes attitudes, et meilleur, de toute façon, sera l'avenir. Ouais. Alors, je vais ajouter, concernant on a peur. Ça, c'est moi. Si on fait trop, il y aura des critiques. Si on ne fait pas assez, il y aura aussi des critiques. Ah, mais c'est le fameux 10 bourres au bon joupon, pas 10 bourres au joupon. Voilà. Ça, c'est bien connu en Martinique. Eh ben, bon, ça, c'est de chez nous. On ne fait pas, on est critiqué. Voilà. Oui. Alors, autant faire pour être critiqué. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'une entité comme le CESEP, par exemple, c'est une entité qui pourrait faire évoluer le système éducatif pour rendre un peu plus obligatoire, avoir des avis qui feraient je ne sais pas si on peut aller jusqu'à imposer
des dispositions et prévoir des réflexions avec une finalité d'obligation. Mais je pense qu'en ce qui concerne le CESEM, nous sommes tout à fait dans notre rôle, dans le cadre de nos autosaisines, de pouvoir émettre des avis et les transmettre à qui de droit. Absolument. Et je pense que c'est notre rôle, et si nous ne le faisons pas, on est défaillant. Voilà. Maintenant, le cheminement se fera ou ne se fera pas. On s'est souvent rendu compte que bon nombre d'avis qui avaient été émis soit par le Césaire, l'ex-Césaire ou l'ex-CC2E, à un moment donné, ont été repris par les collectivités. Ça a été repris en douce, mais ça a été repris quand même. Bon, nous, notre raison d'être, c'est d'émettre des avis pour essayer de faire avancer les choses. Donc c'est dans cet état d'esprit, d'ailleurs, et le professeur Safache l'a très clairement exprimé. Donc nous avons travaillé, et même déjà pour cette première avec cette conférence du 14 juin. Donc nous allons continuer. Il y a d'autres, d'après ce que j'ai compris, il y a un autre projet qui est en cours. Il y a un autre projet qui est en cours. Dont tu pourrais peut-être nous en dire plus. Peut-être, oui, tout à l'heure, oui. Oui, peut-être à la fin. À la fin, le moment venu, je crois. Alors, tout à fait. Alors, bon, accessoirement, je suis membre du CESEM, je ne vais pas dire plus pour l'instant. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, c'est vrai qu'on est la période cyclonique, elle vient de commencer depuis le demi-juin. Alors, si j'ai bonne mémoire, j'ai entendu que les Américains ont prévu 9 risques importants et puis 4 ouragans majeurs. 3 ou 4 ouragans, c'est de mémoire, je n'ai pas noté. Mais est-ce que, si elle n'est pas, de manière générale, est-ce que c'est du réchauffement climatique? Est-ce que c'est une statistique, je dirais, ordinaire? Est-ce que c'est quantifiable? On l'a déjà quantifié en amont comme ça? Ou est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tu as deux mots à dire sur ça? Alors, en fait, chaque année, à l'ouverture de la saison cyclonique, les Américains particulièrement, c'est un organisme qui s'appelle le NHC, le National Hurricane Center, qui est basé en Floride, à Miami. C'est eux qui font les prévisions sur les ouragans que l'on est censé avoir, on va dire, sur le bassin Atlantique Nord. Très honnêtement, les prévisions de cette année sont des prévisions qui sont peu alarmistes, parce que y a certaines années, on a eu vraiment des simulations avec une vingtaine, une trentaine d'ouragans. Là, on est autour d'une petite dizaine, donc c'est plutôt une année qui devrait, il faut employer le conditionnel, mais qui devrait être relativement calme. Relativement calme, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas un ouragan majeur, mais en tout cas, en termes de nombre d'ouragans, ce n'est pas une année exceptionnelle. Alors, ce n'est pas du tout lié au changement climatique, le fait qu'on fasse ce type de mesures, c'est tout simplement le rôle de ce centre, qui s'appelle, je répète, s'appelle le NHC. Donc, c'est son rôle, sa fonction, c'est de gérer les ouragans sur tout le bassin Atlantique Nord. Il faut savoir que l'Organisation météorologique mondiale a scindé le monde en grands bassins océaniques. Donc, nous dépendons du bassin Atlantique Nord. Et donc, c'est cet organisme qui, pour tout l'Atlantique Nord, gère les ouragans. Voilà. Donc, donc le réchauffement climatique, l'augmentation du niveau de la mer, est-ce qu'en Martinique, on est concerné ou on sera concerné? Non, mais en Martinique, de plus en plus concerné? On est directement concerné. On est directement concerné, et j'ai même envie de dire, on est directement impacté. Parce que, on le voit bien, il y a un certain nombre de plages. Prenons le cas de la plage du Diamant, ça c'est un très bel exemple. La plage de Sainte-Luce, oui, ça aussi c'est un très bel exemple d'actualité. La plage des Salines, bien sûr. Les plages sont en train de, ce qu'on appelle, pour employer un terme scientifique, elles démaigrissent, mais en réalité, les plages sont en phase d'érosion, tout simplement. Elles disparaissent. Les plages qui avaient des largeurs parfois de plusieurs dizaines de mètres, voire parfois qui atteignaient la centaine de mètres, aujourd'hui sont réduites à de simples cordons, de petits cordons sédimentaires, et c'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose. Alors, on peut nier le phénomène, dire, bon, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Bon, il y a des grands dirigeants mondiaux qui font ça, c'est leur droit, mais il y a aussi le côté pragmatique, c'est-à-dire prendre conscience que quelque chose est en train de se passer et ne pas attendre qu'on soit le nez collé au mur pour se dire, peut-être faut-il agir. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le niveau de la mer en Martinique s'élève chaque année d'environ 3 mm. Alors,
3 mm, ça fait, quand on dit ça, ça fait sourire tout le monde. On se dit, bon, 3 mm, c'est rien du tout. Mais 3 mm chaque année, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, ça fait 3 cm. On se dit encore 3 cm, c'est pas grand-chose. Sauf que si on a un littoral qui est plat comme la table, là, ben, 3 cm d'élévation, c'est-à-dire que la mer passe de là à là. Et cette élévation de 3 cm permet, sur un littoral qui est plat, à la mer de pénétrer à l'intérieur des terres sur plusieurs centaines de mètres. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est que même de façon modeste, chaque année, la mer avance, alors de quelques décimètres. Hein. Elle gagne 20 cm, elle gagne 30 cm, 40 cm chaque année. Mais année après année, ça fait que les plages disparaissent petit à petit. Et je rappelle quand même que moi, je ne fais pas partie de ceux qui opposent environnement et développement. Je crois que les deux sont liés, et puis en plus, l'un a besoin de l'autre. Donc, quand on parle d'élévation du niveau de la mer, on parle aussi d'atteinte à l'économie. Ça, c'est aussi un élément qu'il ne faut pas oublier. Parce que je rappelle quand même que la Martinique, bon, certes, nous ne vivons pas en Martinique que du tourisme, mais on vit aussi du tourisme. Et quand les plages disparaissent, ben, ce sont autant de supports d'activités touristiques qui sont mis à mal. Et ça, on finit par l'oublier. Donc, moi, je crois que fondamentalement qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et puis, il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre au sérieux, c'est l'aménagement du territoire. On est sur un territoire qui fait 70 km de long, 30 km de large, un territoire qui est extrêmement montagneux, vallonné, etc., donc où on ne peut pas construire partout. Or, les seuls espaces qui sont encore à peu près, j'ai envie de dire, utilisables, sont grignotés petit à petit par la mer. Donc demain, où allons-nous construire, où allons-nous permettre le développement économique? Donc il y a de vraies questions. Là, franchement, on est au cœur d'une problématique qui est centrale, que les... Je trouve, hein, et ce faisant, je vais peut-être me faire des ennemis, mais enfin bon, au point où j'en suis, ça ne changera pas grand-chose. Je trouve que certaines personnes qui devraient se saisir de ces questions ne s'en saisissent pas avec beaucoup d'envie, si j'ose dire, et pourtant ce sont des problématiques qui sont centrales. Là, on parle vraiment du devenir de ce territoire, et ce devenir, il passe par la prise en compte de l'impact du changement climatique sur l'économie, et il passe par la prise en compte du changement climatique sur l'aménagement du territoire. Alors, sans chercher à remettre en cause, je dirais, les impacts qui me paraissent à moi bien évidents, hein, sans être un dirigeant d'importance, je considère que je fais partie de ceux qui pensent que le changement climatique a un impact réel sur nos vies de demain. Est-ce que l'élévation du niveau de la mer et le grignotage des plages, ce n'est pas un phénomène ancien? Parce qu'il me semble avoir discuté avec quelqu'un qui me disait qu'en se référant à certains textes historiques, autrefois, on pouvait se rendre à pied de Saint-Pierre jusqu'à Trinité. Tout à fait. Ce qui aujourd'hui est manifestement plus le cas. Tout à fait. Alors, c'est fondamental ce qui vient d'être dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça permet de mettre en lumière deux choses. Premièrement, le fait que le changement climatique n'est pas le seul responsable de l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique ne fait qu'accentuer en fait le phénomène. Par le passé, c'est vrai que l'érosion a existé et a entraîné donc une disparition d'une partie du littoral, parce que par le passé, on a beaucoup prélevé du sable sur le littoral. Hein. Ben, le lycée Schellcher a été construit entre autres avec du sable de mer, et on a vu les conséquences au bout de plusieurs décennies. Donc on a prélevé beaucoup de sable sur les zones côtières. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, les carriers, donc on ne va pas citer de nom, mais enfin on a un certain nombre de carrières en Martinique qui se trouvent on va dire sur le long des rivières. Les carriers ont prélevé dans le lit des rivières de gros volumes sédimentaires. Or, quel est le processus naturel? Le processus naturel, c'est que les rivières amènent en mer des sédiments. Ces sédiments séjournent plus ou moins longuement en mer, et ensuite la mer ramène ces sédiments qui ont séjourné plus ou moins longuement en mer sur le littoral. C'est ce qu'on appelle le rechargement naturel des plages. Si vous prélevez en amont ce qui doit se retrouver en aval, mais fondamentalement en aval, il y aura un déficit, et donc l'érosion va se développer. Donc on a, premièrement, comme je l'ai dit, les prélèvements qui ont été faits par l'homme. Deuxièmement, les prélèvements qui ont été réalisés par les carriers dans les rivières. Et puis il y a un élément auquel on ne pense pas, c'est que quand on a voulu développer le tourisme en Martinique, pour satisfaire l'imaginaire du touriste, on a aussi modifié l'aspect de nos plages. Quand les premiers colons arrivent en Martinique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les plages étaient tellement recouvertes par la végétation qu'il nous était impossible de voir la couleur du sable. Et donc,
à partir du moment où il a fallu développer le tourisme de masse, ben, le touriste, quand il vient en Martinique, le touriste nord-américain, européen, etc., lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de sable blanc, de mer bleue turquoise et de cocotier. C'est ça dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. Sauf qu'en Martinique, il n'y a pas de cocotier à l'origine. Le cocotier, je rappelle, c'est une espèce qui vient d'Asie. Hein. Quand les premiers colons arrivent, il n'y a pas un seul cocotier en Martinique. Puis deuxièmement, les plages antillaises, elles ne sont pas du tout constituées comme les plages qu'on a dans le Pacifique. Ce n'est pas toujours du sable blanc. Et puis de surcroît, nous, on a des plantes couvrantes sur le sable, les patates bord de mer, le pourpier bord de mer, etc. Or, toutes ces plantes, elles gênent les touristes. Et donc, il a fallu arracher toutes ces plantes qui gênaient les touristes pour qu'ils aient des étendues de sable bien lisses. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a pas de végétation, l'érosion se développe beaucoup plus. Donc, quand on cumule à la fois élévation du niveau de la mer, ça c'est un phénomène récent, qui date de quelques décennies, mais c'est un phénomène récent, à tous les aspects que je viens d'évoquer et qui sont liés en effet à des processus historiques, ben on a une sorte de cocktail qui fait que les plages, de toute façon, sont amenées à disparaître. Et en effet, on voit bien, quand on fait des comparaisons entre les cartes anciennes et les cartes récentes, on voit bien, je prends un exemple concret, au Prêcheur, la plage, si on prend le cas de Lens-Belleville, au Prêcheur, la plage s'est retirée au cours des 80 dernières années, la plage s'est retirée de 135 mètres. Il y a une érosion de 135 mètres sur 80 ans. Ça, c'est concret. C'est-à-dire que vous avez, si vous étiez à 135 mètres de la mer, aujourd'hui, vous avez la mer devant votre maison. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, la Martinique, on est vulnérable, parce qu'on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, on est vulnérable justement parce que tous ces phénomènes sont connus, mais peut-être pas pris suffisamment en considération dans les plans d'aménagement, dans les plans de développement. Et donc, ça accentue la vulnérabilité des populations, ça accentue la vulnérabilité de l'économie locale. À l'image là, on voit... Oui, illustrer un petit peu. Tout à fait, mais c'est exactement là. Donc, ce sont des images qui ont été prises par Ludovic Louis, hein, avec un drone. Ludovic Louis, qui est l'un des responsables de l'association Wart Vidéo. Et en fait, là, ce sont des images qui ont été prises à Shellshare et on voit bien, quand vous avez des houles comme ça qui arrivent sur une zone côtière, si cette zone côtière, par exemple, elle n'est pas protégée par de la végétation ou par des enrochements, etc., vous avez donc des coups de butoir de la mer sur un substrat qui est sablonneux, donc qui est quand même relativement fragile, et donc vous avez une érosion de toute façon tout de suite qui va se développer. On n'a pas conscience de la puissance de l'eau lorsqu'elle est en mouvement comme ça, particulièrement lors des phases cycloniques ou lorsqu'on a des tempêtes tropicales, mais l'érosion, elle est majeure. Et quand on parle de 50 pas géométriques, quand on parle de populations qui vivent en bordure côtière, ben on commence là à toucher du doigt les problématiques d'aménagement du territoire, et surtout, on commence à toucher du doigt l'avenir, c'est-à-dire que faire des populations qui vivent en bordure côtière. Monsieur et Madame X qui ont acheté leur maison il y a peut-être 20 ans, qui disposaient de 50 mètres de plage, qui aujourd'hui ont la mer au pied de la maison, qu'est-ce qu'on en fait? Ou est-ce qu'on leur dit de partir tout simplement, ou on leur propose un terrain en arrière? Que fait-on? Nous aurons nos propres réfugiés en interne. Ben, on parle de réfugiés climatiques, on aura aussi des populations d'ici peu de temps qu'il faudra déplacer. Et la vraie question, c'est où allons-nous les mettre? Qui va financer tout cela? Et puis, une troisième question qui fâche vraiment, c'est avons-nous les moyens de faire quelque chose? Avons-nous les moyens de les déplacer? Est-ce que ces populations voudront être déplacées? Voilà. Donc, il y a plein de questions qui se posent, d'où l'intérêt de participer à cette conférence sur la vulnérabilité des populations, vulnérabilité polymorphe, vulnérabilité plurielle, et donc venir échanger et débattre. Hein. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas seulement écouter, mais c'est échanger et débattre avec donc des spécialistes, mais aussi avec Monsieur Tout le Monde, le grand public, de façon à trouver des solutions. Et le président du CESEM ne l'a pas encore dit, mais ce n'est qu'un premier volet. C'est-à-dire que normalement, cette première conférence débat devrait en amener d'autres, puisque de toute façon, à l'issue de, si vous voulez, des préconisations ou des tendances qui vont se dégager suite à cette manifestation, il devrait y avoir d'autres conférences de ce type, mais sur d'autres aspects. Alors, sur l'affiche, on voit les risques majeurs, le chlordécone. On a parlé de l'aménagement du territoire avec l'impact de l'homme sur la modification, le transfert de matériaux, tout ça. Mais là, il y a le côté chimique, là, le chlordécone. Est-ce qu'il y a une commission
du Sénat, de l'Assemblée nationale qui a été mise en place. Est-ce que cette problématique-là, comment peut-on la régler ça? Est-ce qu'on peut résorber ce problème-là? Comment faire? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il n'y en a pas? J'aimerais disposer d'une baguette magique pour vous dire qu'on règle le problème aujourd'hui, comme ça ce serait fait. Non, en réalité, pourquoi aborder la question de la chlordécone et puis des sargasses? Tout simplement parce qu'on se rend compte que à côté des problématiques liées aux risques naturels, on a d'autres risques, mais qui sont tout aussi importants, qui sont des risques anthropiques, donc des risques qui sont liés à l'homme. L'homme, par ses actions, actions inconsidérées, actions visant à toujours être dans une dynamique de profit inconsidéré, l'homme altère, si vous voulez, son cadre de vie, son milieu. Et donc, en utilisant des produits chimiques qui sont constitués de molécules qui sont résistantes, on a pollué des sols, et des sols qui sont pollués, pour le coup, là, sur des décennies, pour ne pas dire parfois sur des périodes séculaires. Hein, là. Et donc, l'idée, c'est un peu à l'image de ce dont nous venons de parler concernant les risques naturels, c'est de débattre avec des spécialistes. Hein. Il y aura par exemple une collègue du CESEM qui représente à la fois l'IRD, le CIRAD, etc., donc qui va intervenir. On aura un certain nombre de médecins aussi qui vont intervenir. Et donc l'idée, c'est d'échanger avec eux. Oui, l'idée, c'est véritablement d'échanger avec ces personnes de façon à faire prendre conscience au grand public que, certes, les problématiques sont majeures, mais qu'au-delà de ces problématiques, il y a peut-être des voies de sortie, il y a peut-être des possibilités. Alors, comprenons-nous bien, hein, le CESEM n'a pas vocation, le CESEM, le président Lecurieux, sauf si, il me contredit, mais enfin, je ne pense pas que ce soit un séancier qui, d'un coup de baguette magique, règle les problèmes. Jamais. Bon, c'est jamais, c'est vrai, jamais. Mais l'idée, c'est pas de trouver, donc comme ça, d'un coup de baguette magique, lors d'une conférence, lors d'un échange, la solution. Mais c'est de commencer à débattre avec les gens, avec le grand public, pour voir quelles pourraient être les solutions. Parce que ce qui est intéressant, c'est que s'il est vrai que les scientifiques ont des idées, mais le grand public aussi a des idées qu'il ne faut surtout pas ignorer. Donc on s'inscrit aussi dans une logique un peu de démocratie participative, où tout un chacun peut débattre, peut échanger. Puis je crois que le fait d'échanger aussi, vous savez, ça permet c'est un peu comme quand vous avez une cocotte minute et puis vous soulevez un peu la soupape. Ça permet aussi, quand on se sent écouté, ça permet déjà de relâcher la pression. Il n'y a rien de pire qu'une population qui ne se sent pas écoutée. Et donc là, le fait d'échanger, c'est déjà très positif, parce que ça permet de redonner un peu la parole au peuple. Alors ça fait très... ça fait ancien, mais néanmoins, mais de trouver des solutions, ça peut être une solution. Oui. Parce qu'on le dit tout le temps, oui. C'est par la discussion, par les échanges, c'est le fait... Puisque, au fait, chaque humain a ses expériences et chaque humain a ses compétences. C'est ça. Et si l'on met ensemble toutes ces compétences, peut-être que ça permettrait à chacun aussi de se sentir responsable de quelque chose. Parce que si tu n'es responsable de rien, je ne vois pas comment tu vas trouver des solutions à quelque chose. Je crois ça. Absolument. Non, peut-être qu'on peut rêver d'un monde avec la technologie d'aujourd'hui, la démocratie participative sera plus opérationnelle. Ah non, mais on peut trouver auprès du grand public des solutions de bon sens. De bon sens aussi. Et des fois, ça a toute son importance et tout son poids. Hein. Tu as pris l'exemple des parents. On ne va pas dans chaque famille dire aux parents, faites ceci, faites cela avec vos enfants. Bon, les parents, par leur expérience, certains, bon, peut-être pas tous, mais par leur expérience, par leurs compétences aussi, peuvent aider leurs enfants, peuvent les sortir de je ne sais pas quoi. Et puis, ça se passe comme ça. Et puis, il y a d'autres qui ont besoin d'échanges, qui ont besoin de spécialistes, puisqu'il y a des spécialistes sont là pour ça aussi. Vous êtes là aussi pour ça. Mais si vous n'êtes pas aidé, je ne comprends pas comment vous allez... Alors, je vais prendre un petit exemple. Vous faites partie des fondations. On a une maison, il y a des fondations. Mais c'est bien que d'autres aussi aident à faire monter les murs. Vous n'allez pas faire
mettre les fondations tout seul, et puis faire monter les murs tout seul, et équiper la maison tout seul. Voilà, enfin, ça, je pense que ce serait important qu'on s'écoute, qu'on échange, et puis peut-être donner le temps au temps pour qu'on trouve des solutions ensemble. Mais c'est tout l'intérêt, et je rebondis, c'est exactement ce qui justifie que ce n'est qu'un premier volet, puisque de toute façon, après ce qui aura émergé, il est entendu que, comment dirais-je, qu'on ait d'autres volets, d'autres pistes, d'autres volets de réflexion, en partant, si vous voulez, sur ce que l'on aura, comment dirais-je, obtenu lors des réunions précédentes. Donc voilà. L'idée, c'est d'avancer tout doucement, tous ensemble, vers des solutions, vers des pistes de solutions qui ensuite pourront être reprises, hein, ou pas, par la collectivité, enfin, par la CTM ou par d'autres institutions. Voilà. Mais l'idée, c'est que le CESEM, en tout cas, aura apporté sa pierre à l'édifice et aura contribué à la fois au débat, premièrement, deuxièmement, à trouver des solutions. Et puis, voilà, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais oui. Mais votre exemple est très bon, hein, il est très juste. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je dis autour de moi. Le CESEM, c'est un apporteur de briques. Nous sommes en train d'apporter des briques pour construire au fur et à mesure un bâtiment que nous n'allons peut-être pas voir fini à la fin de notre mandat, mais au moins nous aurons la satisfaction d'avoir apporté les bonnes briques avec le bon béton pour qu'on n'ait pas à casser les murs pour les refaire. Et donc, c'est ce qu'on va faire, donc petit à petit, et avec toute la bonne volonté des uns et des autres, pour apporter notre contribution dans la maison Martinique. Donc, je dirais, c'est un peu une des chevilles ouvrières de notre organisation sociale, malgré tout. C'est l'état d'esprit et c'est la logique, en tout cas, de notre démarche, quoi. Et chacun apporte sa brique, comme chacun peut apporter, je dirais, son élément de construction. Peut-être que Pascal Safache apporte les briques, je dirais, peut-être que toi tu apportes les encadrements de fenêtres ou de portes, et c'est parce qu'on va les mettre au bon endroit qu'on finira par avancer dans notre construction, parce que ce sont des choses qui se font sur le long terme, mais ce sont des choses qui se font. On ne peut jamais construire seul quoi que ce soit. Absolument. Mais dans les avis, je dirais, obligatoires, on a quand même cette capacité-là d'alerter, en tout cas. Lorsque le côté budgétaire, par exemple, on a cette capacité d'alerter pour... c'est notre raison d'être au CESEM. Voilà. Hein. Ce sont ce qu'on appelle, pas nous, c'est ce qu'on appelle les avis obligatoires. Donc nous sommes... la CTM ne peut pas voter son budget si au préalable, le CESEM n'a pas donné son avis sur ce budget. Bon. Et je me suis rendu compte que de plus en plus cet avis était attendu avec intérêt. De part et d'autre de l'Assemblée. Donc je suppose que c'est peut-être le signe que nous faisons un travail sérieux. Voilà. Donc j'en appelle une fois de plus tous les membres du CESEM à s'impliquer pleinement au sein de cette structure. Je considère qu'on a tous une chance d'avoir été désignés au sein de cette structure pour apporter notre contribution au développement de la Martinique, et nous ne devons pas gâcher cette chance, nous devons la saisir, et je remercie tous ceux qui s'impliquent pleinement, et même objectivement, j'ai l'impression un petit peu au-delà, je dirais, de ce que j'attendais. Je vais citer quand même Pascal Safache, que je remercie une fois de plus, parce qu'il s'implique pleinement au sein du CESEM, il apporte pleinement sa contribution, et si avec les 68 membres, nous avions les 3/4 qui s'impliquaient comme lui s'impliquent, je peux vous dire que nous aurions un conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l'environnement de la Martinique qui aurait été vraiment exceptionnel. C'est très bien parce que vous allez permettre une prise de conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de chacun sur terre, chacun, c'est pas la peine de faire des histoires, de quand ça ne sert à rien du tout. Mais si, à partir du moment où je pense que ça c'est, vous le faites déjà, amener les gens pour une conscience d'eux, je crois que vous aurez déjà gagné les 3 camps. Tout à fait. J'espère que vous avez raison. Mais oui, j'ai beau passer mon temps à dire, ne jetez pas des ordures, vous salissez, vous polluez, vous mettez des micros, je vais passer mon temps, mais les gens sont là. Tant qu'ils n'ont pas pris conscience.
ou bien qui n'ont pas vécu une situation de microbe ou je ne sais pas de quoi, eh bien, les ordures seront toujours là. Donc, on va bien prendre conscience, en tout cas, de tes paroles. En tout cas, c'est le moment de la pause. On a un petit moment de pause. Et puis, on reprend dans quelques minutes. Oui, puisque monsieur Savage qui est... Bienvenue au restaurant Le Petit Balcon, Villa Coloniale, haut lieu de mémoire de la musique et du patrimoine martiniquais et caribéen. Demeure d'Alexandre et Anka Bertrand, illustres personnages du patrimoine martiniquais des années 50. Ce restaurant, situé sur les hauteurs de Fort-de-France à 2 pas du centre-ville, vous propose une cuisine savoureuse et inventive, à base de produits du terroir et aux saveurs oubliées. Les dimanches, déjeuner dansant de midi à 17h, musique traditionnelle en live. Les vendredis et samedis soirs, ambiance musicale traditionnelle en live. Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, déjeuner rapide ou d'affaires de midi à 15h. Le Petit Balcon, c'est au 94, route de la Folie à Fort-de-France, 05 96 39 21 22. Le Petit Balcon, y aller une fois, c'est y revenir souvent. Fêtez les 40 ans de la compagnie de danse Pomme Cannelle sur le Costa Favolosa. Le 13 décembre 2019 au départ de Martinique et le 14 décembre au départ de la Guadeloupe. Vivez une expérience unique, authentique, haute en couleur, au cœur de la culture créole, avec l'un des meilleurs ballets au monde. Cabine à partir de 549 € par personne. Enseignement et réservation au 05 96 55 38 73 Royal Tour. Les 40 ans du ballet Pomme Cannelle, du 13 au 20 décembre 2019 sur le Costa Favolosa, recommandé par KMT. Situé à Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Voilà. Non, alors ce que je demandais, la différence entre civisme, je ne sais pas quoi. Quand je dis... parce que civisme veut dire quoi? Respect. Oui. Respect des autres. Oui. Respect de mon corps d'abord, et puis respect de l'autre. Parce que si je ne me respecte pas, je ne peux pas respecter. Respect de tout le monde, soit de tout le monde. Y compris les autres. Les autres. Ou des autres, y compris soi. Voilà. Et quand je dis, ah ouais, mais il n'y a qu'à payer, hein. Il faudrait y travailler. Alors je jette. Je me suis déjà fait insulter plus d'une fois. À dire aux gens, mais il y a une poubelle à côté de vous, mettez ça dans la poubelle. La personne vous fait fort, quelquefois, c'est fou ça par terre. On va rien pour dire moins. C'est plus le civisme, c'est de l'imbécilité. Peut-être. Parce que si la personne, quand vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison, vous avez fini de boire une canette de bière ou de jus ou ce que vous voulez, vous avez fini, vous ne vous jetez pas par terre. On va considérer que la Martinique, c'est une maison à la nôtre, un peu plus grande, et qu'il faut qu'on respecte au même titre que la maison qu'on a et qu'on habite. La maison est un peu plus grande et elle profite à tout le monde. Quand on fait une marche le long des routes, on est impressionné par le nombre de bouteilles vides, de canettes et de papier qui jonchent le bas-côté de la route. C'est là-dedans qu'on vit. Est-ce qu'il ne faut pas passer dans un premier temps par une étape répressive? C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une police de l'environnement. Une vraie police de l'environnement. Ça existe à Singapour. À Singapour, police de l'environnement. Vous jetez quelque chose par terre, même quelque chose de tout petit. Un mégot de cigarette, je peux vous dire qu'il y a un policier qui va vous choper et qui va vous donner une amende, ça va vous couper l'envie non seulement de jeter des mégots, mais peut-être même d'arrêter de fumer. C'est clair. Oui, mais... Je sais pas, il y a peut-être ça aussi. Oui, mais s'il ne faudrait pas passer par une phase, pour revenir après une phase éducative. Mais vous voyez, sur ce point-là, je suis relativement optimiste parce que j'ai l'impression que les jeunes générations ont bien pris conscience que ça ne se fait pas, que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Oui, tout à fait.
Donc peut-être que l'exemple, cette fois-ci, viendra non pas des aînés, mais des jeunes. Des enfants. Donc Enfin, des jeunes, en fait. C'est optimiste. Des jeunes. Alors, pour revenir un petit peu aussi, tu as parlé un petit peu des membres. Alors, les membres ne sont pas élus, les membres sont désignés. Alors, dans quel secteur, comment ils arrivent là? C'est un mélange des deux, parce qu'en fait, les membres sont désignés par leur père, leur groupe, leur père, c'est ça, et officialisés, enfin, une désignation officielle par un arrêté préfectoral qui les désigne au sein. Et puis au sein du CESEM lui-même, il y a des membres élus, le président pour commencer, les présidents de section ensuite, les membres du bureau, et puis les présidents de commission avec le bureau des commissions. Voilà. Donc il y a un mélange des deux, à la fois de désignation et d'élection. Mais on en fait la demande pour être désigné. En général, oui. C'est rare que vous n'ayez rien demandé, que ça tombe sur vous. Et puis qu'on vous attribue, qu'on vous attribue quelque chose. Voilà. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pour ça que fort du fait que les gens demandent à être nommés au CESEM, on pourrait s'attendre en retour, très naturellement, qu'ils s'impliquent davantage. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde, et je citais des exemples, je ne vais pas recommencer, mais tout le monde n'est pas concerné. Il y en a qui s'impliquent beaucoup, mais il y en a qui ne s'impliquent pas du tout. Ils sont rares, mais ils existent. Je ne désespère pas que d'ici la fin de leur mandat, je dirais, ils vont se raccrocher au train, en marche. D'accord, tout à fait. Mais pour bien montrer la force de la brique dont tu parlais, donc ça veut dire que les personnes qui sont là, qui sont désignées par leur père et désignées après par au niveau préfectoral, ils viennent de tout horizon, des syndicats, normalement, patrons, ils sont censés regrouper employés, l'ensemble des différentes composantes sport, de la Martinique. Voilà. Chacun à son niveau. Mais comme disait Pascal Safache tout à l'heure, il y en a qui représentent une section, une activité, un syndicat des fois, une association, mais qui ont des fois des intérêts sur un autre pôle et qui s'impliquent. Et on s'aperçoit que souvent, ces gens-là, ils s'impliquent beaucoup parce que c'est un thème qui les intéresse, dans lequel ils ont envie de s'investir, qui n'est pas forcément celui au titre duquel ils ont été nommés. Très bien. Voilà. Donc là, il faut une part de motivation, de mobilisation, d'engagement dans l'organisme. Je pense. Mais bon, globalement, la majorité des membres du CESEM sont engagés, donnent l'impression de s'impliquer, de s'engager. Voilà. Très bien. Mais comme je suis un président toujours insatisfait, j'ai envie de dire encore plus. Encore plus. Mais c'est normal, sinon. Voilà. C'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, on revient un petit peu, je fais l'alternance des deux côtés. Sur la conférence, on a évoqué les problèmes d'aménagement propre à l'homme, le climat, mais il y a un phénomène qui est d'actualité là, ces jours-ci, notamment les sargasses. Alors, on nous avait promis, je pose la question, une météo des sargasses. Pourquoi on n'a pas pu venir Il faudra demander à ceux qui ont les leviers, qui peuvent agir. La météo. Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. Ouais. Oui, sur la météo des sargasses, je ne pourrais pas vous répondre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, la problématique, elle est entière, parce on rentre dans la période, on va rentrer dans la période des vacances, où on aura quand même pas mal de personnes qui viendront visiter l'île. Enfin, bon, ceci dit, la haute saison touristique est en train tout doucement de s'achever, pour ne pas dire qu'elle s'est achevée. Mais là, on va rentrer dans la période des vacances où d'autres types de touristes ou de vacanciers vont venir visiter l'île. Et malheureusement, on s'aperçoit, comme on peut le voir sur les images, que là, c'était dimanche 2 juin à Fort-de-France. Et on s'aperçoit que tout le littoral feuillalais était recouvert de sargasses. Donc, et ce n'est qu'un exemple, parce que malheureusement, toutes les côtes tout le littoral de la côte atlantique, alors là, ce n'est pas ponctuellement, c'est régulièrement, pour ne pas dire quasiment quotidiennement, est recouvert de sargasses, avec toutes les conséquences que ça peut avoir à long terme sur les populations, ne serait-ce qu'en termes olfactifs, c'est-à-dire cette espèce d'odeur pestilentielle d'œufs pourris qui finit par prendre véritablement à la gorge et qui est totalement insupportable. Et puis après, les conséquences sur le long terme, bon, n'étant pas médecin, moi, je vais pas développer
développer plus, mais on imagine quelles conséquences cela pourrait avoir à la longue, puisque aujourd'hui on n'a aucun référentiel pouvant dire que ça a une incidence ou que ça n'en a pas. Donc on se dit de toute façon, pour l'instant, bon, il n'y a pas d'incidence, mais enfin peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on nous dira, tout compte fait, telle maladie est liée à ce qui s'est passé par le passé. Je prends toujours cet exemple, pourquoi? Parce que je fais juste un parallèle, comparaison n'est pas raison, mais enfin il faut quand même parler de cela. Dans les années 70, on a commencé à développer des incinérateurs. Puis bon, tout le monde était content parce que les déchets qui s'accumulaient, on a fini par trouver une solution et donc les incinérer. Sauf qu'en brûlant les déchets, on relâche de la toxine et des furanes. Et quand dans les années 90, on a commencé à superposer les cartes de cancer de la thyroïde et les cartes où il y avait les incinérateurs, les cartes correspondaient parfaitement. C'est-à-dire qu'autour des zones où il y avait les incinérateurs, les cancers de la thyroïde ont explosé. Donc, je ne suis pas en train de dire que les sargasses vont donner le cancer, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que, pour l'instant, comme on n'a pas de référentiel, on estime qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Sauf que peut-être dans 30 ans, on prendra conscience que le fait d'avoir inhalé des odeurs d'H2S, d'hydrogène sulfuré comme ça pendant des mois, des années, ça aura des conséquences sur la santé publique. Là, on voit bien sur ces images, quand vous avez des nappes comme ça, qui sont de véritables nappes, on dirait quasiment une île, hein. Vu de loin, ça ressemble carrément à des îles flottantes, et en fait ce sont de véritables îles flottantes. Quand ces algues s'échouent, elles pourrissent, et donc elles libèrent de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac, enfin, tous des gaz qui sont neurotoxiques, et qui donc peuvent ou pourraient avoir des incidences sur la santé humaine. Alors le bon côté, dont on ne parle jamais, c'est que sous ces bancs de sargasses, il y a de la vie. Ça, on n'en parle pas. Il y a vraiment, il y a d'ailleurs un article qui est paru très récemment, comment dirais-je, qui pointe le doigt justement sur toute la faune halieutique qu'il y a sous les bancs de sargasses. Alors, bon, au large, ça sert de bois flotté, et donc on a des pélagiques qui viennent chasser sous les bancs de sargasses, mais même en zone côtière, on a vraiment une microfaune qui se développe. Mais le problème, c'est que quand on fait le parallèle entre les avantages d'avoir des sargasses et les inconvénients, malheureusement, la balance penche très fortement du côté des inconvénients. Quand on a un littoral comme ça, qui est pris comme ça, là c'est sûr qu'avec des images comme ça, vous faites fuir définitivement les touristes. Non seulement ils fuient parce que les images sous-tendent déjà une réalité, puis en plus quand ils prennent l'odeur, de toute façon, ils ne s'aventureront pas 2 fois sur une plage qui a une odeur d'œuf pourri. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans la Caraïbe, vous avez un certain nombre d'États, parce que ce sont des États indépendants pour la plupart, qui nient l'existence des sargasses ou ne communiquent pas sur la présence des sargasses. Moi, je me souviens avoir discuté avec des collègues dominicains, par exemple, ou dominicains, et qui disaient, problème de sargasses, chez eux, ils ne connaissent pas, ça n'existe pas. Puis en fait, pourtant, les plages sont exactement comme les nôtres, maculées de sargasses. Sauf que comme eux vivent du tourisme, officiellement, il n'y a pas de sargasses. Voilà. Donc, il ne faut pas communiquer sur cela, puisque ce n'est pas vendeur sur le plan économique. Et donc, c'est tout l'intérêt de la conférence, c'est voir quels seraient potentiellement les impacts de ces sargasses, à tout niveau. Quand je dis impact, c'est bon. Bien sûr, il y aura des médecins qui interviendront, donc on en saura véritablement plus sur... Parce qu'il y a quand même un certain nombre de médecins, je pense entre autres au docteur Dabord Rézière, entre autres, mais aussi un de ses collègues, le docteur Lebrun, si ma mémoire est bonne, qui ont étudié des panels de population qui ont été impactés par les sargasses et qui commencent à avoir des chiffres assez intéressants sur les conséquences à long terme d'une exposition à l'hydrogène sulfuré. Donc c'est intéressant déjà d'avoir ces premiers retours, même si on n'a pas, si vous voulez, une période suffisamment longue pour avoir des données vraiment stables, etc. Mais ça permet déjà de donner une tendance. Et puis aussi sur les sargasses, c'est un peu à l'image de ce dont on parlait tout à l'heure, faire la population réagir pour voir s'il n'y a pas une bonne idée qui va émerger. Parfois, on peut passer à côté de plein de choses et voir s'il n'y aurait pas une bonne idée. Je voyais dernièrement dans une émission un certain nombre de personnes qui, dans la Caraïbe, se servent des sargasses pour faire des briques. Voilà, donc, alors c'est pas pour construire des buildings, mais pour même des petits abris de jardin, etc. Ils font sécher les sargasses, ils les compactent, et ils arrivent à en faire des sortes de briques relativement dures. Bon, il y a un certain nombre de personnes qui se servent des sargasses comme support pour planter, faire du maraîchage. Bon, alors, le problème, c'est que
la législation européenne ne nous permettrait pas d'utiliser les sargasses pour le maraîchage. Pourquoi? Parce que comme dans les sargasses, on a retrouvé de la chlordécone, on a retrouvé des métaux lourds, et on a retrouvé quand même des choses qui n'étaient pas... De l'arsenic, entre autres, des choses donc pas sympathiques pour l'organisme. Donc c'est sûr que bon, il faut éviter d'utiliser les sargasses pour tout ce qui est, on va dire, consommation. Mais par exemple, pour en faire des briques, bon, on sait qu'on fait aujourd'hui comment dirais-je, des petits objets de la vie visuelle avec les sargasses. On en fait ce qu'on appelle des polymères, des sortes de plastiques synthétiques de synthèse, et on en fait des petits objets. Bon, moi j'ai vu des pots à fleurs, j'ai vu des petits sujets faits à partir de sargasses. Bon, donc il faut aussi se projeter dans l'avenir et ne pas regarder que le côté négatif, se dire aussi que ça peut être aussi une potentialité, une opportunité économique, mais là encore, la vraie question qui doit sous-tendre notre réflexion, c'est qui finance? Et là, à partir du moment où on dit ça, il n'y a plus personne dans la salle parce que tout le monde a quitté la salle parce que c'est vrai que les financements sont lourds quand on parle de transformer les sargasses. C'est pas avec des moyens humains qu'on pourra résorber ça sur nos plages. Non. Là, vu le volume qui arrive. Vu les volumes qui arrivent, de toute façon, c'est sûr que c'est sûrement pas avec une pelle ou avec un râteau qu'on évacuera ces sargasses. Alors, il existe, il y a des entreprises locales qui ont développé, j'en connais une dont je ne citerai pas le nom, mais il y en a une là qui a développé très récemment, d'ailleurs elle a déposé un projet d'ANR sur le sujet, l'ANR c'est l'Agence nationale de la recherche qui donne des financements quand les projets sont valorisants, si vous voulez, qui a déposé un projet ANR pour obtenir des financements pour justement développer à grande échelle le projet qui est le sien. Bon, je ne vais pas en parler parce que pour l'instant c'est quand même assez confidentiel, mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a quand même des entreprises locales qui vraiment s'investissent dans la recherche de solutions, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que ça tombe du ciel. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, on verra ce que ça donnera. Ça donnera soit des résultats exceptionnels ou des résultats même qui seront comment dirais-je, même partiel, mais au moins l'avantage, c'est bien de se dire que nous avons sur place des personnes qui sont prêtes à investir, qui sont prêtes à braver un peu le danger, parce qu'un investissement, c'est quand même un danger, qui sont prêtes à braver quand même le danger pour trouver des solutions. Ça, je trouve ça très positif, si vous voulez. Et justement, il va falloir... Excusez-moi. Vas-y. Il va falloir trouver des solutions, parce que je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Mais le problème, c'est que parti comme ça allait, ça va pas. C'est-à-dire trouver la cause. Ouais. Est-ce qu'on a déjà une idée de la cause? Oui, les causes maintenant, on connaît les causes. La cause ou les causes, on les connaît. Les sargasses qui nous arrivent ne viennent pas du tout de la mer des sargasses, contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps. Jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans, on pensait que les sargasses venaient de la mer éponyme, donc de la mer des sargasses, ce qui n'est pas du tout le cas. Les sargasses qui nous arrivent, elles viennent en fait, elles viennent plutôt du Brésil, elles viennent donc au large de l'Amazone, en face du fleuve Amazone. On a ce qu'on appelle maintenant la petite mer des sargasses, qui est une vaste surface au niveau de laquelle stagnent des algues. Alors pourquoi y a-t-il des algues là? Parce que le fleuve Amazone charrie des quantités phénoménales de nutriments qui sont liés dans les rivières, on trouve naturellement des nutriments, mais en plus, ces nutriments viennent du lessivage des sols agricoles, c'est-à-dire que quand il pleut sur les surfaces agricoles sur lesquelles on a épandu des produits phytosanitaires, ces produits se retrouvent dans les rivières les jettent elles-mêmes dans les fleuves et les fleuves les amènent en mer. Et comme les algues sargasses se nourrissent de ces nutriments, donc plus on continuera à cultiver de façon intensive en utilisant des pesticides, des fongicides, des nématicides, des insecticides, etc., mais plus ces produits se retrouveront dans les rivières, dans les fleuves et ensuite en mer. Et donc là, au large du Brésil, on a des quantités phénoménales de sargasses. Alors quand je dis quantité phénoménale, c'est-à-dire que la petite mer des sargasses, on estime qu'elle fait 1200 km de long sur à peu près 800 km de large. Quand vous savez que la Martinique fait 70 km de long sur 30 de large, voilà. Donc il faut bien prendre la mesure de ce dont on parle. Ce sont vraiment des surfaces. C'est un continent presque. C'est quasiment la taille de la France. Voilà, c'est exactement ça. On est sur ces superficies. Et il faut bien comprendre que, en raison donc de la courantologie qui est en train de changer tout doucement, parce qu'on s'aperçoit petit à petit, et c'est là qu'il faut mettre l'accent en matière de recherche, c'est mieux comprendre les mécanismes courantologiques, parce qu'on commence à bien les comprendre, mais il y a encore des zones d'ombre. Et donc, mais on s'aperçoit en tout cas, ça c'est une réalité, que les courants changent de direction, beaucoup plus facilement que par le passé, et ces courants donc viennent raboter, on va dire, toute cette espèce de bande sargasse et les ramènent vers les Antilles. Et moi j'ai reçu hier soir d'un certain nombre de personnes, il y a... Je les cite toujours parce que je trouve l'opération
extrêmement intéressante. Il y a en Guadeloupe, au lycée de... Ah, Seigneur, ça me reviendra, mais il y a un lycée en Guadeloupe où il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Gérard Esclen, qui est un ancien agrégé de biologie et qui, bien qu'il soit retraité depuis très longtemps, forme de jeunes Guadeloupéens à l'analyse d'images satellitales. Donc c'est le lycée de Port-Louis. Et ces jeunes, en fait, tous les jours, font de l'analyse d'images satellitales et axés sur les sargasses, bien sûr, et ils envoient les images qu'ils traitent à la DEAL en Martinique et à la DEAL en Guadeloupe. Donc, c'est-à-dire que vous avez des organismes officiels qui reçoivent des documents qui ont été traités par des jeunes. Oui, des jeunes. Voilà, donc je trouve, bon, déjà, l'idée, elle est, je trouve, géniale, c'est-à-dire de faire travailler des jeunes et de faire monter en compétence des jeunes en travaillant sur des problèmes qui sont des problèmes concrets, réels. Et puis, bon, comme je connais M. Esclen, il me fait l'amitié de m'envoyer régulièrement les images, et les images que j'ai reçues hier soir sont très inquiétantes, parce qu'on s'aperçoit que là, c'est pas seulement la Martinique qui est concernée, c'est tout l'arc antillais qui reçoit et qui recevra dans les jours prochains des quantités encore. Il y a des radeaux de sargasses à peut-être, ceux en tout cas qu'on a vus sur les images hier soir, ils sont peut-être à 2 jours de la Martinique, à 2 jours de la Guadeloupe, à 2 jours de Saint-Vincent, de Sainte-Lucie, etc. Il y a d'énormes radeaux. Ce sont des radeaux qui, pour certains, font 800 mètres, pour d'autres qui font 400 mètres, etc. Mais il y en a des kyriels comme ça, de petits radeaux de 400-500 mètres qui dérivent. Dès qu'elle va tirer sur une de nos plages, la plage sera saturée. Voilà, et la plage sera saturée. Quelle que soit la plage. Et comme on ne les enlève pas régulièrement, donc vous avez le lundi un radeau de 400 mètres qui arrive, le mercredi vous en avez un de 500 mètres, le vendredi un de 100 mètres, et donc ça fait des accumulations de sargasses. Et le problème, à mon avis, il n'est pas résolu. Il n'est pas encore résolu. Et en effet, ce ne sont sûrement pas les pelles et les râteaux qui permettront d'évacuer ces sargasses. Et la pollution continue. Et la pollution continue. Ils en ont parlé encore ce midi. Ils parlaient des bateaux de croisière qui continuent à polluer, à jeter, à ne pas respecter les... Oui, ça c'est le carburant des bateaux de croisière. Ils disaient ça, les carburants sont trop riches en soufre. Oui. Et des bateaux de croisière, il y en a. Mais là, on a affaire à un événement international. Dans ce cas-là, comment on va déterminer les responsabilités? Est-ce que au niveau du CESEM, est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'au niveau de l'État français, est-ce qu'on peut faire un moyen d'interpellation au niveau international? Peut-être que le moment venu, il y aura une commission ad hoc ou non du CESEM qui va se pencher là-dessus, mais je crois qu'il faut être réaliste et humble, et je ne crois pas que ce soit le CESEM qui réglera le problème de la pollution oui, je sais, absolument. des bateaux de croisière. Hein. Oui. J'aimerais bien qu'on puisse le faire, mais là, on est un petit peu comme la baguette magique dont parlait Pascal Safache. Et malheureusement, si lui n'en a pas une, moi, j'en ai pas non plus une. Non, mais aussi pour les sargasses, c'était pour les sargasses. Les emports. Oui, j'en ai entendu parler. C'est à cause du carburant qui est trop riche en soufre et qui pollue plus que toutes les voitures. Les bateaux de croisière en Europe polluent plus que la circulation routière de l'ensemble de l'Europe. Ça fait des proportions impressionnantes. Hein. Voilà. Mais la question qui était posée, en fait, était une question sur les sargasses. C'était sur les sargasses. Est-ce que le CESEM pouvait, d'une certaine manière, apporter sur le plan international? Alors, sur le plan international, il faut savoir que le CESEM est intervenu lors du dernier colloque qui a eu lieu en octobre dernier à la Martinique. Nous avions fait des propositions, notamment de faire appel à la Convention de Carthagène et même d'aller jusqu'à créer un 4e point dans cette Convention de Carthagène pour traiter de la problématique des sargasses. Faut croire que nous avons été entendus, puisqu'il y a eu un rapport du sénateur Théophile de Guadeloupe qui a repris cette proposition. Entre-temps, le CESEM a continué de travailler et nous avons fait un certain nombre d'autres propositions qui sont remontées jusqu'au niveau du ministère de l'Outre-mer, à tel point que l'ambassadeur, M. Nilam, m'a appelé cette semaine pour me dire qu'il avait eu copie du document qui avait été fait et qu'il trouvait ce document très intéressant et qu'il comptait sur notre participation au colloque qui aura lieu à la fin de cette année en Guadeloupe. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons réunir la commission ad hoc sur les sargasses pour
faire le point sur ce retour. Très bien. Voilà. Ça veut dire là, non seulement on met des briques, Alors, petites briques chez nous, on peut mettre des plus grandes briques sur la terre. Alors non, ce que je veux dire, non, mais pour garder l'image des briques, ce qui est intéressant, c'est que les propositions qui ont été faites dans le cadre des travaux du CESEM sont des propositions qui ont été retenues au niveau du ministère de l'Outre-mer. Bon. Donc, de ce point de vue-là, on peut être satisfait que le travail qu'on a fait ait servi à quelque chose. Donc, on a posé la brique. Sauf que, sur un plan un peu plus personnel, je ne suis pas certain qu'on nous reconnaîtra la paternité ou la maternité de ces propositions et que certains les ont déjà accaparées. Donc, il y aura une brique dans la maison, mais sur la brique, il y aura le nom de quelqu'un d'autre. Bon, alors, après, c'est une position un peu philosophique. Oui, du moment que la maison est solide. Est-ce qu'il faut travailler en se disant l'important, c'est d'apporter une solution maison solide. Qu'importe, je dirais, de qui cette solution sera. Ou bien on se bat pour quand même être reconnu. Je reconnais quand même qu'il y a un côté un peu frustrant quand même de travailler, de ne pas être reconnu, dans la qualité de son travail, d'autant que la qualité du travail est là, puisque si on vous pique les idées pour les intégrer dans des dossiers, c'est que les propositions avaient quand même leur intérêt. Mais c'est très français, ça. Oui, et puis vous savez, souvent en Martinique, on est plus français que les Français. Mais j'ai dit que c'est très français par rapport à des expériences d'antan. Et puis, déjà pour le sida, on ne va pas aller plus loin. On cherchait la paternité du sida au lieu de guérir, de chercher des solutions. Eh bien, on a pris du temps, des morts et des morts et des morts. Hein. Heureusement qu'on a compris un jour qu'il fallait arrêter leurs bêtises et que, les solutions au niveau des médecins étaient plus importantes que de chercher qui avait découvert le virus du sida. C'est le gars inverse. C'est le gars inverse. Je suis pas inquiet. C'est tout le monde qui refuse dans ce cas-là. Je peux émettre une frustration en mon nom propre et au nom de ceux qui ont travaillé et qui ne sont pas forcément reconnus en haut lieu dans la qualité de leurs travaux. C'était ça. Mais bon, on verra, on en discutera. Ça fait partie de la prochaine réunion, de la prochaine commission Sargasses. Mais les historiens, certainement, vont faire rétablir la vérité si nécessaire. Alors, il nous reste que 4 minutes. Maintenant, on va arriver à la conclusion. Et on a bientôt terminé. Alors, on va refaire un petit résumé de la conférence. Rapidement, tu donnes les détails. Le 14 juin. Pour résumer, conférence-débat organisée par le CESEM le vendredi 14 juin, 17h, 20h30 à la CTM, comme on peut le voir sur l'affiche, avec pour intitulé « Population, risque majeur et anthropique ». Une vulnérabilité polymorphe, hein, et je rappelle, donc l'idée c'est véritablement en 2 temps, donc d'abord de parler de la vulnérabilité des populations face aux risques naturels majeurs, et vraiment la vulnérabilité des populations et pas l'aléa en tant que tel. Et puis deuxièmement, à travers les exemples de la chlordécone et des algues sargasses, voir quelles seraient les solutions qui potentiellement pourraient exister pour faire chuter la vulnérabilité donc, des populations face à ces deux fléaux. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est on attend véritablement le grand public, si j'ose dire. Hein, parce que l'idée, une fois encore, ce n'est pas que des scientifiques viennent se faire plaisir à la tribune en disant ben voilà, nous on a trouvé ceci, on a mis cela à jour. Bon, ça, ce sont des colloques scientifiques et bon, il y a des colloques qui sont faits pour ça. Là, l'idée, c'est véritablement d'échanger avec la population, de permettre au grand public de s'exprimer, de poser des questions, d'apporter d'éventuelles propositions, solutions. Et je dis, comme sous le regard donc, du président du CESEM, j'indique bien qu'il s'agit d'un premier volet, puisqu'il y en aura d'autres. Donc un premier volet, puisque au sein, ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'au sein de la commission
environnement qui porte ce projet. Nous avons créé 2 sous-commissions, une commission, on va dire, plutôt biodiversité et une commission pollution. Et de toute façon, ces sous-commissions vont alimenter, là encore, la réflexion et seront à l'origine, vraisemblablement, donc des prochaines, je vais y arriver, échéances. Et donc permettant de poursuivre le travail initié. Très bien. Donc, et de façon plus générale, au niveau du CESEM, il y aura d'autres travaux sous d'autres responsabilités qui vont se mettre en place sous un schéma à peu près identique à celui du 14 juin. Donc, nous essayons de travailler et d'apporter des contributions intéressantes pour l'ensemble de notre population à travers nos différentes commissions. Voilà, le moment venu, on fera état de nos prochaines invitations. Et puis, il est quand même intéressant de savoir que le CESEM est quand même un acteur important et produit de la réflexion, produit de l'engagement et puis aussi incite à sensibiliser la population tout entière à nos problématiques différentes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite vraiment de toute notre bonne volonté. Bien. Okay, très bien. Josiane, tout a été dit. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est que je pense que la population, au nom de la population martiniquaise, que vous soyez remerciés d'avoir pensé nous inviter à débattre, à apporter aussi notre contribution. À côté de vous, des spécialistes, enfin, que vous reconnaissiez que chaque individu a une compétence quelque part. Alors, c'est très bien. Merci de votre intervention parce que ça me permet d'insister sur le fait que c'est une conférence qui a effectivement pour objet de recevoir tous ceux qui veulent venir. Je dirais, les portes sont ouvertes le 14, c'est-à-dire tout le monde peut venir et il n'y a pas de carton d'invitation. Il n'y a pas d'invitation tout court. Tout le monde est officiellement invité et officiellement invité. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut, le 14, venir à la conférence qui se tiendra à partir de 17h dans la salle Camille Darcière de la CTM, vient. Point. Voilà. Très bien. Et il sera le bienvenu. Il sera le bienvenu. Peut-être juste un mot pour dire que sur le site Facebook donc, du CESEM, il suffit de taper CESEM sur Facebook et on a vraiment plein d'informations, des petites vidéos aussi, plein de petites choses qui peuvent inciter le public justement à venir. Absolument. Très bonne je crois que c'est sur ces mots d'invitation à l'ensemble de la population qu'on va terminer notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci à M. Safache, Pascal Safache, merci à M. le du Rival Pratique d'être revenu nous présenter le CESEM et aussi nous parler de la conférence longuement et des problèmes d'environnement qui nous concernent. Et puis merci aussi à Josiane. Et puis les excuses encore pour Hollande qui a une petite difficulté cet après-midi. Alors on finit pas sans que nous remercions, nous te remercions toi en tant qu'animateur et partie invitante, et puis KMT de nous permettre d'inviter à travers son antenne, je dirais, la population à notre réunion de conférence du 14. Et merci de continuer à venir travailler avec nous. Merci, à bientôt. Merci. Ouais. Vraiment maïs savez, on nous pas parler pour assurer demain, divinité Yishla.